Bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas commencer par réécrire les énormes équations de MdZ et les équations de JB correspondantes, puisque je vais faire quelques rappels rapides sur les solutions de viscosité avec des choses qui ne sont pas toujours parfaitement connues, et, sauf des experts, il y en a quelques-uns dans la salle. Et commencer à expliquer quelles vont être les difficultés à surmonter pour les équations de JB qui correspondent au contrôle des équations de type Sakai ou MdZ, comme je les ai surnommées. Bon, alors donc aujourd'hui, c'est des rappels sur les solutions de viscosité. C'est une section complètement à part. Et donc, je ne vais pas faire un cours entier sur les solutions de viscosité. C'est des choses qui sont classiques, même si je n'aime pas trop ce vocable-là. Donc, ça existe depuis une quarantaine d'années maintenant. Et le plus simple est que que j'explique comment ça marche sur un exemple. Un exemple qui sera dans RD. Et le fait que ce soit l'espace tout entier. Et puis après, on ira faire un tour dans des espaces de dimension infinie. Alors, dans RD, l'exemple que je vais regarder, c'est une équation d'évolution, du sur dt, plus un h de x et de gradient u. Et puis, je vais en fait séparer, on pourrait tout de suite essayer de traiter des cas généraux, mais je vais prendre une certaine opération A de U pour des termes de second ordre. Alors, le A de U, là-dedans, qu'est-ce que ça sera? A de U, ça pourra être, pour commencer, un opérateur du second ordre, où A est 1 demi de sigma, sigma transposé, c'est une manière de dire la positivité, et sigma sera Lipschitz, borné. Bien. Mais cela pourra être aussi un sup sur des alphas dans un A avec les mêmes notations que dans les cours précédents. Donc A étant par exemple un espace métrique compact. Et on a une famille paramétrée par alpha d'opérateurs elliptiques. Bon, alors je n'écris pas des termes d'ordre 1 parce que d'une certaine manière il y a déjà des termes d'ordre 1 ici et que tout ceci ne sont que des exemples. Et auquel cas le A alpha est un demi de sigma alpha transposé, en notation dont on s'est déjà beaucoup servi, où les sigma alpha sont Lipschitz bornés uniformément en alpha. Bon, alors, je dis oralement des choses qui sont connues depuis des décennies, à savoir que les opérateurs n'étant pas supposés uniformément elliptiques, il n'y a aucune raison, vous pouvez penser égal à 0, hein, A égale à 0, vous avez une équation du premier ordre, et il est bien connu qu'en général, même si on démarre avec une condition initiale qui est très régulière, c'est infini, ce n'est pas un problème à l'infini, vous pouvez la prendre à support compact si vous en avez envie, eh bien, en général, et de manière très générale, des singularités apparaissent au sens où la solution cesse d'être C1. Donc il y a des coins qui apparaissent, c'est le phénomène des caustiques en optique géométrique, c'est le phénomène de perte d'unicité du contrôle optimal en contrôle optimal, et donc on a des solutions qui ne sont que, on a a priori des objets qui ne peuvent pas être mieux que lipschitzien ou localement lipschitzien. Bien. Le problème est alors que les dérivés sont définis presque partout, ce qui ne suffit pas à réellement définir des solutions. Et comme en plus on a en tête, je ne vais pas redonner des exemples ultra classiques, mais comme en plus on a en tête de pouvoir faire la même chose mais dans des espaces de style L2 en dimension infinie, là il n'y a aucun espoir de pouvoir dire c'est différenciable presque partout. Une fonction seulement lipschitzienne dans un espace de Hilbert,
il peut arriver qu'elle ait des points de dérivabilité, mais il y en a pas, il y en a à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça dépend de la manière dont vous pensez les théorèmes de Stilbert, puisque c'est un G, il y a un ensemble de différenciabilité qui est G delta dense. Donc, c'est quand même pas énorme. Et c'est surtout totalement inutilisable du point de vue des équations. Donc, oui, les fonctions lipschitziennes en dimension infinie, c'est pas aussi agréable qu'en dimension finie. Et en plus, en dimension finie, ça ne suffit pas. Donc, bref, on est obligé de penser à définir des solutions. Alors, je ne vais pas justifier d'où ça vient. Le mot viscosité vient du fait que si vous pensez que ici vous avez un opérateur uniformément elliptique du style laplacien, moins laplacien, et avec une petite viscosité, c'est-à-dire un petit coefficient de vent, alors de manière assez générale, on a des solutions qui sont régulières, c'est infini, unique. Enfin, c'est infini si tous les coefficients sont, si toutes les données sont régulières. Et ce que l'on veut, c'est obtenir, quand la viscosité tend vers 0, quand ce terme tend vers 0, c'est obtenir une ou la bonne solution à partir de ces solutions régulières. Donc, pour ce faire, on se sert en fait du principe du maximum ou du principe de comparaison, qui est quelque chose qui est inhérent à ce genre intrinsèque, à ce genre d'équation. Et donc, la définition, je rappelle, c'est des choses tellement classiques que je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus, c'est qu'on prend des fonctions régulières pour définir une sous-solution. Alors, de quelle régularité parle-t-on quand on parle de sous-solution? Donc, vous avez deux possibilités, c'est de travailler rien qu'avec des fonctions continues. Donc, auquel cas, vous allez toujours demander que U est continu, donc c'est continu. Mais en fait, vous n'avez besoin que de semi-continus supérieurement. Et à ce moment-là, quelle que soit phi régulière, si vous avez un point de maximum local, et alors vous pouvez rajouter strict, vous pouvez prendre global strict, tout ça c'est équivalent. Je le signale pour ceux qui ne seraient pas très... Parce qu'il suffit de faire quelques petites modifications à phi, un travail d'analyse totalement élémentaire. Il y a énormément de références sur le sujet, donc je ne vais pas insister. Et vous dites à ce moment-là que ce que vous voulez, c'est que dire que U est sous-solution, c'est dire qu'on s'attend à avoir inférieur ou égal à 0, en un point de maximum en x0, t0. Vous avez certainement, vous attendez à ce que du sur dt soit égal à dφ sur dt. Si U est régulière, c'est le cas. Donc, a priori, pour les solutions avec une faible viscosité, ça sera le cas. Gradient phi. Alors ça, c'est en x0, t0. Je crois que c'est vraiment pas trop la peine de le dire. Et puis, je vais écrire plus a de phi. Le tout, donc, au point x0, t0. Eh bien, est négatif ou nul. Alors, j'ai remplacé donc les dérivées de U par les dérivées premières de U par les dérivées de phi, puisque si c'est U est régulier, c'est le cas, on a un point de maximum. Quant à... on va se servir du fait que formellement, ce sont des équations qui ont le principe maximum, et cela se traduit à ce que si U est régulière, eh bien, en un point de maximum de U moins phi, vous attendez à ce que D de U soit inférieur à D de phi en x0, t0. Ce qui entraîne que formellement, donc ça c'est vrai si A est régulière, bien vous attendez à ce que A de U en x0, t0, comme il y a un moins de les dérivées secondes, soit supérieur à A de phi en x0, t0. Bon.
Donc, vous avez quelque chose qui ne demande plus que de la continuité, parce que c'est un point de maximum ou de la semi-continuité supérieure, et grâce aux propriétés de l'ellipticité de l'équation, vous pouvez remplacer les dérivées premières de U par celles dérivées de phi, et surtout les dérivées secondes par les dérivées secondes, parce que vous avez les bons signes. Donc ça, c'est une solution régulière est automatiquement sous solution de viscosité. Il y a des résultats de stabilité, parce que vous voyez que passer à la limite dans de telles formulations, si vous prenez des suites de sous-solutions, ça veut dire que simplement on gère des points de maxima. Donc si U epsilon, pensez petite viscosité, converge uniformément vers U, bien près d'un maximum local strict de U moins phi, vous allez, par une faible perturbation uniforme, vous allez trouver un point de maximum de U epsilon moins phi, et donc vous pouvez écrire les inégalités au niveau de ce point-là et passer à la limite. Et donc ça permet de comprendre pourquoi effectivement cette définition est automatiquement vérifiée par les limites de quelque chose des équations dans lesquelles on a rajouté une faible viscosité, et pour les équations approchées, on a des solutions régulières. Alors, je n'ai pas précisé le degré de régularité. En dimension finie, régulière, j'ai des dérivées secondes, donc je peux supposer C2, c'est infini. Ce n'est pas le problème. Il faudra faire un peu plus attention en dimension infinie. Donc là, déjà, les fonctions C2, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a beaucoup? En dimension 1, dimension finie, pardon, prendre C1 ou C infini, c'est la même chose, parce que les fonctions C infini, une fonction C2, pardon, vous la régularisez par convolution, et vous avez une fonction C infini, elle est juste à côté. Ceci, c'est stable par convergence, tout est stable par convergence. Donc, il n'y a pas de souci en dimension finie. En dimension infinie, il y a un souci. Parce que la régularisation par convolution, ça n'existe plus. Donc, attention, pour l'instant, je ne suis pas là, pour l'instant, pas de souci à se faire. Donc, ça, c'est la définition de sous-solution. La définition de sursolution, vous changez tous les signes. Ici, quelle que soit phi régulière, vous remplacez max par min. Et l'équation, vous remplacez négatif ou nul par positif ou nul. Bon, et être solution, c'est être continu, puisque c'est être à la fois sur et sous solution. Et donc, si c'est SCS et SCI, c'est continu. Et ça veut dire être sous solution, donc 2 points, c'est sous solution plus sur solution. Donc, à nouveau, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand vous définissez des solutions d'une équation, vous transformez ça en une collection d'inégalités à vérifier. Donc, même si vous partez d'une équation linéaire, vous êtes en train de vérifier des conditions qui sont intrinsèquement non linéaires. Et à aucun moment, vous ne dites que l'équation a lieu, sauf bien sûr s'il y a un point où on a à la fois un maximum local et un minimum local avec une fonction phi, auquel cas les dérivées premières au moins coïncident, et donc avec la même fonction phi, ce qui veut dire que grosso modo, vous avez et même moins grosso que modo, vous avez un développement limité d'ordre 2 en ce point-là, mais en ce point-là, vous avez une équation à vérifier. Bon, alors, je voudrais rentrer un tout petit peu dans les questions d'unicité
en faisant la démonstration dans le cas du premier ordre avec sans me préoccuper de l'infini. Et puis je parlerai du deuxième ordre, et puis après, je parlerai de choses qui ne sont pas nécessairement bornées, parce que ça, on en aura besoin. Je l'ai déjà indiqué que la fonction valeur que l'on a exhibée, enfin que l'on a construite à partir des équations de m dz, a une croissance au plus linéaire. Elle n'est pas bornée. Et c'est vraiment, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, il va falloir savoir comment on gère les aspects non bornés. Et puis après, on montera en dimension infinie en regardant un peu le problème de contrôle optimal lié à MDZ et en analysant les différentes difficultés. Il y en aura plusieurs, les points de maxima, quelles fonctions test, les termes de second ordre, enfin les termes singuliers du premier ordre. Il y a au moins 4 ou 5 difficultés qu'il va falloir que je vais essayer de bien séparer pour voir comment les contourner et aboutir progressivement par des solutions. C'est-à-dire on va construire une démonstration et la définition des solutions sera une conséquence des manœuvres de contournement que l'on fera. Bon, alors allons-y. Alors, le premier point, c'est l'unicité. Et dans le cas du premier ordre, et sans l'unicité dans le cas du premier ordre. Bien. Donc ça veut dire A égale à 0. Bon, alors donc une proposition. Donc je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas vous parler de SCS, SCI. En fait, ce que je vais maintenant raconter est automatique. Si H vérifie, OK, 2 points, on va faire la démonstration, on verra si on en a besoin. Je prends U, une sous-solution continue. En fait, je vais la supposer bornée uniformément continue sur RD croix 0T. On va travailler sur des temps et si V est une sur-solution, sous-solution, attention, sur-solution, je vais essayer d'un peu mieux écrire, sinon... Alors, U est inférieur à V plus le sup sur RD de U de x est 0 moins V de x est 0. Ça, c'est le 0 correspond à t égale à 0, partie positive. Alors, vous voyez, hein, je mets x d'abord, t ensuite. Aucune espèce d'importance. Bon, de sorte que ceci est un résultat d'unicité, puisque effectivement, si vous avez deux solutions qui partagent la même condition initiale, à savoir ce que j'ai déjà noté, U0, là, ce sup il vaut 0 et U est inférieur à V, et comme vous pouvez changer le rôle de U et de V, si c'est deux solutions, vous avez que U est égal à V. Donc cela montre aussi un résultat dit de comparaison, on parle aussi de résultat de comparaison dans la littérature, parce que si initialement U est plus petite que V, alors U reste plus petite que V pour tout temps et partout. Donc quel que soit X dans RD et quel que soit T positif. Alors, il y a une première étape, il y a un premier lemme qui est purement technique et qui n'est absolument pas compliqué à gérer.
Donc, l'idée, ça va être de doubler les variables. Alors, c'est-à-dire d'introduire une fonction w qui dépend à la fois de la variable x et de la variable y, deux variables indépendantes. Chaque sur- et sous-solution a sa variable. Là, vous avez, ce sont des variables séparées. Là, vous avez une sous-solution. Là, vous avez une sur-solution avec le signe moins. Ben, vous attendez à ce que ça soit sous-solution. 2. Eh bien, clairement, vous allez avoir un h de x et de gradient x w, puisque ça, c'est la partie équation en u. Et la partie équation en y, ben, ça fait un moins h, parce qu'on on soustrait les deux inégalités, hein, qui définissent à la fois la sous-solution pour u et la sous-solution pour v. Et vous avez un h de y. Gradient v, c'est moins gradient y de w. Et je dis, ça c'est une source sous-solution. Bon, si je n'avais pas la variable temporelle, si c'était un problème stationnaire, il n'y aurait absolument rien à faire. C'est juste d'appliquer la définition. Je prends un point de maximum de ça moins une fonction de xy, et un point de maximum en xy, c'est un point de maximum en x pour y fixé, au point de maximum, et un point de maximum en y pour x fixé. Et donc je peux me servir des deux inégalités, je les soustrais et j'ai le résultat. Donc il n'y a rien à faire s'il n'y a pas de dépendance temporelle. Alors, le du sur dt, c'est une dérivée d'ordre 1. Donc, je pourrais également doubler les variables en mettant ici un temps t, ici un temps s, et j'écrirai ce qu'il faut, à savoir du sur dt, dw sur dt plus dw sur ds. Bon. Je peux le faire, auquel cas le lemme serait trivial, et c'est un lemme parce que ici je ne vais pas doubler le temps, je vais garder le même temps, et je prétends qu'on a encore des w sur dt. Alors vous pourrez me dire, mais c'est bizarre parce que sur les x on ne double pas, mais sur les t, sur les x on double, mais sur les t on ne double pas. En fait, ce n'est pas un souci, c'est parce que en t, l'équation est linéaire. Hein. Donc c'est une équation linéaire, et que pour les équations linéaires, on n'est pas obligé de faire tout ce bazar-là. Alors, donc, l'idée de la démonstration, c'est des choses ultra techniques et ultra connues. Enfin, quand je dis ultra technique, il n'y a aucune idée dans la démonstration. Donc, vous commencez par dire, vous avez un u de x de t moins v de y et de s, et vous allez pénaliser la différence entre t et s. Vous regardez ensuite un moins phi de xy, sachant que vous avez un point x0, y0, t0, qui est un point de maximum global strict de u de x et de t, moins v de y et de t. Je cherche à vérifier que c'est sous solution. Donc, je prends un point de maximum de ceci, u de x de t moins v de y de t moins phi de x y de t. Je prends maximum global strict. Je dédouble la variable temporelle comme j'ai envie de le faire pour la variable, comme je le fais dans lemme pour la variable xy, moins phi de xy t. Pas besoin de... Peu importe que je choisisse t ou s, il y a 0, ça ne change rigoureusement rien. Et par continuité, parce que l'analyse de ce point de maximum à un point de maximum global, ouais, au moins local strict, comme je n'ai pas du tout parlé de ce qui se passe en l'infini, je ne vais pas vous...
On le sait bien, hein, quand vous perturbez des fonctions continues, vous avez un point de maximum local strict, bien pas loin, vous allez avoir pour la perturbation un point de maximum local strict. On est en dimension finie, il n'y a pas de problème, tout est compact, il y a zéro difficulté. Alors, donc, vous allez avoir un maximum local strict donc, en x delta, y delta, t delta, s delta. Vous savez qu'en plus que x delta converge vers x0, que y delta converge vers y0, hein, pas loin vous avez un point, et que les deux temps, t delta et s delta, tendent vers t0. Bon. Et il ne nous reste plus qu'à appliquer les définitions pour en déduire que du sur dt en x delta, t delta, l'inégalité en U, elle ne voit que ces points-là, ça vous donne un dφ sur dt, plus un h de x delta, le gradient en x de phi delta. Et puis, dans la dérivée en temps, il ne faut pas oublier que vous avez aussi 1 sur delta t moins s, t delta moins s delta. En y delta, s delta, vous avez dφ sur ds, qui vaut 0 parce que phi ne dépend que de t. Vous avez la dérivée, vous avez la dérivée en s de ceci. Donc, oui, attention, c'est v plus ceci. Donc, en fait, la fonction test par rapport au temps, c'est la fonction avec le moins. Donc, lorsque vous dérivez par rapport à s, vous retombez sur la même chose, 1 sur delta t delta moins s delta, plus h de y delta, gradient y de phi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis phi delta, c'est phi au point, etc., etc., négatif ou nul. Vous retranchez et vous obtenez dφ sur dt, alors je vais vite mettre les arguments, x delta, t delta, plus h de x delta, gradient x de phi. Alors là, c'est au point x delta, t delta, moins h de y delta, et là, c'est au point gradient de phi en y delta. Il y a un moins toujours pour la même raison. Moins gradient y de, là c'est en y delta, s delta. Voilà, et puis vous faites tendre delta vers 0. Ça vous donne le dφ sur dt qui correspond à l'inégalité de viscosité. Et puis tous les points phi et régulières, au moins C1 ici, donc tout converge vers ce qu'il faut et vous récupérez l'inégalité de viscosité. Donc le fait que ça soit le même temps est facilement géré par cette astuce. En fait, cette astuce, c'est l'astuce dont on va se servir pour faire une viscosité dans un certain temps. Donc plus que la linéarité, c'est plutôt le fait que ce soit à coefficient constant, et on pourrait dire. Donc on a toujours la possibilité, dans ces démonstrations de solutions de viscosité, de séparer, dans le doublement de variables, l'ordre dans lequel on pénalise la distance des variables. Donc on peut gérer des blocs de variables les uns après les autres. OK ? Là, en l'occurrence, c'est la théorie classique, on peut faire ça avec un t. Mais vous auriez un autre opérateur ici, vous pourriez faire exactement la même démonstration. Hein, si c'était un opérateur, par exemple, à coefficient constant ou même plus général. On pourrait décomposer l'aspect sous-solution en
comme je le viens de faire, sans... bon, on gardera ça en tête parce qu'on s'en servira de cette idée. Alors là, c'est très très simple avec juste la dérivée temporelle. Bon, et en fait, je voulais montrer cette idée de gérer une variable puis gérer les autres en deux temps séparés parce qu'on s'en servira plus tard. Bien, alors, donc, je peux maintenant facilement conclure. Donc ça, c'est des choses ultra classiques. Hein. De telles démonstrations ont été mises au point au début des années 80. Hein. Donc il y a même un peu plus de 40. Alors, donc maintenant, on peut faire la démonstration de la proposition. Bah, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre donc u de x de t moins v de y de t. On va regarder un moins, avant de compliquer un tout petit peu, on va regarder un moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré, et puis je veux qu'il y ait un point de maximum dans RD. En fait, stricto sensu, c'est un sup, mais je vais tout de suite localiser, et on travaillera un tout petit peu plus sur la localisation quand on ne supposera plus que les solutions sont bornées. Je vais localiser avec une fonction, ben on verra ce dont on a besoin. Hein. On est en train de construire la démonstration. Où psi tend vers l'infini à l'infini. Régulière. Et puis on verra ce dont on a besoin. Parce que dans 10 minutes, je ferai la même chose, mais sans supposer que c'est borné. Bon, alors, il y a un point de maximum en x0, y0, t0. Si t0 est égal à 0, ben alors là, on est déjà en train de dire... c'est presque fini, donc je vais vite m'en débarrasser. T0 égale à T, il y a un petit point technique sur lequel je passe, c'est que là, c'est un point de maximum qui est restreint, fermé. Et en fait, là, il y a un petit argument à donner qui est lié au fait que ceci est croissant par rapport à la dérivée temporelle. Donc, on peut travailler en grand T. Je veux dire, en grand T, l'information, parce qu'on a un du sur dt, vient des t plus petits. Ce qui se passe pour les t plus grands, on s'en fout. Donc c'est ça qu'il faut écrire mathématiquement. Je n'ai pas le temps de refaire toute la théorie des solutions de discrédité, mais ça se fait sans aucun problème. À nouveau, il y a une petite pénalisation et ce n'est pas un souci. Donc je vais oublier le fait que éventuellement le maximum soit en grand T. S'il est en 0, en revanche, la chose est beaucoup plus simple. Parce que, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, vous allez dire que u de x et de t moins v de x et de t moins delta psi de x, quel que soit x, et quel que soit t dans 0t0, dans 0 grand t, pardon, ben ceci est inférieur à ce max, qui est atteint en t égale à 0. Ben en t égale à 0, ce max, ça devient quoi? Ça devient le maximum de u de x et de 0, moins v de y et de 0, moins delta psi de x. Et puis j'ai, pardon, moins 1 sur 2 epsilon, x moins y au carré. Bon. OK.
Et ça, c'est vrai quel que soit epsilon et quel que soit bêta. Quand epsilon tend vers 0, ce sont des fonctions bornées uniformément continues. Quand epsilon tend vers 0, ce maximum, il tend vers quoi? Ça force y à devenir égal à x. Et donc, c'est inférieur au maximum de u de x de 0, moins v de x et de 0, moins delta psi de x. Et puis, comme je m'intéresse je peux toujours mettre le plus, ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, c'est u de x et de 0. Hein. Et puis je fais tendre delta vers 0. Et je récupère ce qu'il faut, à savoir moins delta, le sub de u de x de 0 moins v de x de 0 plus, à droite. Et à gauche, quand delta tend vers 0, je récupère que u de x et de t moins v de x et de t. D'accord? Donc si t... à nouveau, hein, je vais vite parce que ce sont des rappels ultra classiques. Si le maximum est atteint en t0 égale à 0, on conclut facilement. Donc on conclut facilement parce qu'on sait que c'est des choses bornées uniformément continues et parce que, oui c'est ça. Donc et là tous les mots comptent, hein, l'uniforme continuité pour passer dans les maxima et puis la bornitude qui assure que la fonction psi localise les choses. Bon, donc là, on s'en sert déjà un peu, hein, de bornées uniformément continues. OK. Donc, le cœur de la démonstration, bien sûr, c'est le cas où j'ai un point de maximum. Et auquel cas, c'est là que je vais appliquer les définitions. Donc, si T0 est strictement positif, je manque de place. Bon, alors ça. Si T0 est strictement positif, je vais appliquer, hein, vous voyez que ici c'est mon W, et donc j'applique le lemme pour dire que je peux remplacer dans les équations les W par les fonctions test. Quelles sont-elles? Il va falloir que je fasse une petite modification dans un instant. Mais je ne veux pas introduire trop de complexité ici. La dérivée de phi, c'est donc tout ce bazar-là. Pour l'instant, et il n'y a pas de dérivée en temps. Il va falloir que j'en mette un petit peu dans un instant pour gagner un tout petit peu, mais j'essaie de garder l'argument le plus transparent possible. Dans le gradient xw, je dois prendre x moins y sur epsilon. Le moins gradient y de phi, vous voyez que le gradient par rapport à y de phi, c'est y moins x. Avec le moins, ça devient x moins y sur epsilon aussi. Et puis j'ai la petite perturbation qui est le plus delta gradient psi. Alors psi, déjà, je vais la prendre lipschitzienne. Parce que comme ça m'assure que j'ai une petite perturbation qui est de taille delta. Alors, vous voyez que si je n'ai pas de dépendance en x, ceci, c'est essentiellement 0, donc on a presque conclu à ceci près que j'ai 0 inférieur ou égal à 0, qu'il faut que je gagne un petit peu quelque chose. Alors la manière de gagner un petit quelque chose, c'est la première modification, c'est de rajouter un petit gamma t, où gamma est strictement positif. L'argument en t égale à 0 reste le même.
À ceci près ici que si je fais ça, j'ai un moins gamma t. Et donc, lorsqu'à la fin, je fais tendre delta vers 0, comme je l'ai fait précédemment, j'ai eu moins v moins gamma t. Puis à ce moment-là, après, je fais tendre gamma vers 0 et j'ai le même argument. Bon. Donc, auquel cas, là, je gagne un petit gamma. De sorte que s'il n'y a pas de dépendance en x, je n'ai que le problème de... Je n'ai que le problème de la petite perturbation en delta gradient psi. Bon, alors, pensez que le h, c'est typiquement un champ de vecteurs qui multiplie le gradient. Donc, si vous pensez qu'un h, c'est un opérateur linéaire comme b de x gradient, gradient u, bah, vous voyez que lorsque vous faites ceci, vous avez typiquement un b de x moins b de y, scalaire x moins y sur epsilon, et puis j'ai à part un terme qui est d'ordre delta si b est borné. Bon. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de x moins y au carré sur epsilon, c'est-à-dire ceci. Donc il faudrait que je gagne du x moins y au carré sur epsilon, et donc je fais une deuxième modification qui est de mettre ici un e puissance at. OK? Ça ne change rigoureusement rien à ce que j'ai fait en t0 égale à 0. Et là, en revanche, qu'est-ce que ça me fait? Ben, ça me fait gagner dans l'inégalité un a sur 2 et puissance at, x moins y au carré sur epsilon. Et ça, je peux ainsi absorber tous les termes de tel terme, et à condition toutefois d'écrire des choses correctes, c'est-à-dire de mettre ici un e puissance at x moins y sur epsilon, plus un delta gradient psi. Ouf. Dans le y, c'est un psi de x, donc il n'y a pas de delta gradient psi. J'avais écrit les choses correctement, et là, en les réécrivant, j'écris une bêtise. Donc c'est exactement le même argument, à ceci près qu'on a maintenant gagné quoi? Ben, on a gagné un facteur a, hein, parce que c'est comme si vous aviez ici un e puissance at. Donc tout ceci, ça fait du e puissance at x moins y au carré sur epsilon, mais avec un a, je peux absorber n'importe quelle constante de ce type-là. Donc là, maintenant, basé sur un terme d'ordre 1, je dois pouvoir conclure. Alors ça change tout ceci, hein. Ça ne change rien en t égale à 0 pour des raisons évidentes. Donc là, maintenant, je suis en un point de maximum à l'intérieur du domaine et je vais pouvoir conclure à une contradiction de manière aisée. Commençons par faire une hypothèse que l'on va affaiblir très rapidement, mais... Donc, le champ de vecteur lipschitzien, c'était de dire que j'ai un C0, x moins y, 1 plus p. Bon, on fera un tout petit peu mieux dans un instant, mais c'est bien dire un b de x scalaire p, b est lipschitzien, j'ai une majoration comme ceci. b de x scalaire p plus une fonction de x, d'où le plus 1. Bon. Alors... Et le A, je vais le prendre plus grand que C0, ou 2C0. Donc je le fixe une fois pour toutes. Et maintenant, pour... la fonction psi de localisation, bon, ben, il y a ce bazar-là. Et ce que je vais supposer, c'est que h de x et de p est uniformément continu
sur RD croît les boules de rayon R, quel que soit R. Et la deuxième hypothèse, ce sera celle-ci, ou en fait une légère modification, une légère extension de celle-ci, que je ferai dans un instant parce que je rajoute des couches d'arguments les unes après les autres. Alors, du fait que U et V sont bornés, tous les maxima dont je suis en train de parler, comme je retranche des choses positives à des trucs bornés, sont majorés. Et en d'autres termes, ce que cela veut dire, c'est que x moins y sur epsilon est majoré par une constante c epsilon qui est indépendante de delta. OK ? Bien. Uniformément en X, ça c'est dans une boule de rayon C epsilon, et donc si je vire le delta gradient phi, le gradient psi ici, je suis typiquement dans un P qui est dans une boule de rayon R, donc je vais l'écrire plutôt R epsilon, on voit bien, voilà mon R, à epsilon fixé, c'est donc quelque chose qui est un oméga qui dépend de epsilon, puisque le rayon de la boule est de delta. Alors, toutes mes fonctions, chaque fois que j'écris un oméga, éventuellement j'écris la dépendance en certains paramètres en dessous, ce sont des fonctions de z qui sont croissantes, continues, ce sont des modules qui valent 0 en 0. OK ? Et maintenant, je me sers de l'hypothèse qui est ici, pour en conclure finalement que A est puissance AT, bon, il y a un demi, on s'en fout, x moins y carré sur epsilon, est inférieur à un oméga epsilon de delta, j'ai fixé A une fois pour toutes supérieur à 2, c'est 0. T varie entre 0 et T. Donc la taille de la boule, j'ai oublié le puissance AT qui était devant. Bon. Donc vous avez ceci, vous avez un gamma, un oméga epsilon de delta, et puis je me sers de cette hypothèse, et vous avez un C0 x moins y multiplié par 1 plus et puissance AT, x moins y sur epsilon. Donc ça, c'est mon hypothèse qui est là. On est pratiquement au bout de nos peines. Je fais cette démonstration une fois, et après, y compris en dimension infinie, parce que là, vous voyez que si je suis dans un espace de Hilbert, je ne me sers que d'inégalités euclidiennes, hilbertiennes, je ne me sers absolument pas de quoi que ce soit d'autre. En revanche, là où il faut faire un tout petit peu attention, c'est, j'ai dit, il y a un point de maximum. En dimension infinie, il faut le payer, ça se paye. Donc, cette démonstration, une fois que je n'aurai plus tard, je ne regarderai que les points qui ne sont pas couverts par la démonstration classique. Parce que vous voyez, même démonstration classique, on a tout de suite trois petits paramètres, donc il faut faire un peu gaffe. Alors, on regroupe les termes en x moins y au carré sur epsilon. Donc j'ai un gamma et j'ai un a sur 2 moins c0, qui est strictement positif, et puissance at, x moins y au carré sur epsilon. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là. Inférieur à un oméga epsilon de delta. Bien, et j'ai un plus C0
x moins y. Oui, ça me paraît correct. Bon, mais maintenant, hein, ceci, je l'appelle nu, hein, qui est strictement positif. Hop, nu, strictement positif. Le puissance at, je le mets aussi là-dedans. Et le C0 x moins y, ben vous pouvez le majorer par un nu sur epsilon x moins y carré auquel cas, vous voyez que ce que vous avez rajouté, c'est une constante C1 fois epsilon. Ça, c'est... A est inférieur à 1 sur epsilon A carré, il y a des demi, hein, mais plus epsilon B carré. Plus epsilon, pardon. C'est un carré parfait. C'est A sur racine de epsilon, c'est un demi de A sur racine de epsilon moins 1 au carré. OK? Donc celui-là se tire, et vous en déduisez finalement que gamma est inférieur à oméga epsilon de delta plus C1 epsilon. Voilà, la démonstration est finie. Je conclus quand même. Vous faites d'abord tendre delta vers 0. Vous en déduisez que gamma est inférieur à C1 epsilon. Vous faites ensuite tendre epsilon vers 0. Vous en déduisez que gamma est négatif, ce qui est une contradiction. Et donc, il ne peut pas y avoir de maximum du bazar que j'ai construit, à savoir u de x de t moins v de y de t moins e puissance at sur 2 epsilon x moins y au carré moins delta psi de x, enfin tout le bazar. Vous ne pouvez pas avoir de point de maximum qui ne se trouve pas en t0 égale à 0. Et donc, s'il se trouve en t0 égale à 0, ben là, on conclut facilement en écrivant brutalement qu'est-ce que ça signifie, comme je l'ai fait. Et donc, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu qu'on localise avec la fonction psi, je n'ai même pas besoin de préciser ce qu'elle est, mais si vous voulez un exemple qui vaut ce qui vaut, c'est racine de 1 plus x carré, ça va très bien. C'est lipschitien, c'est C infini, et ça croît vers l'infini quand x tend vers l'infini. Dans l'espace de Hilbert, c'est la même chose. Hein. Je prends la norme au carré. Donc, à part l'existence d'un point de maximum, la démonstration, elle passe instantanément dans un espace de Hilbert. À part la définition, enfin, à part le démarrage, mais les suites d'inégalités dont on se sert pour démontrer l'unicité, elles passent pareil. Bon. Alors, on a vu le rôle de la bornitude, de l'uniforme continuité, je ne l'ai pas trop détaillé, mais on s'en sert lorsque l'on veut obtenir une borne sur x moins y sur epsilon. Bon. Dans un instant, je vais reprendre cette démonstration, mais en supposant que U et V sont à croissance, par exemple, plus linéaire. Auquel cas, l'uniforme continuité est automatiquement restreinte à des boules, c'est la continuité. Donc c'est pour ça que je mets... Et c'est le cas qui va nous intéresser. Hein, les fonctions valeurs, elles sont à croissance au plus linéaire. Donc l'uniforme continuité, bon, c'est pas un enjeu majeur. Mais la borne, ça joue parce qu'on peut localiser avec une fonction qui est lipschitzienne, c'est-à-dire dont le gradient est borné. Et ça sert hein, parce que j'ai juste besoin de l'uniforme continuité sur une boule de rayon R. Oui. OK, donc ça c'est bon. Quand je dis le R epsilon, j'ai oublié le delta, mais le delta, vous pouvez penser qu'il est inférieur à 1, on le fait tendre vers 0. Donc vous rajoutez 1 au R epsilon, et ce que j'ai dit était vrai pour delta petit, ne vous embêtez, ne vous faites pas de soucis là-dessus.
Donc ça, c'est la mécanique entre guillemets classique des inégalités pour démontrer le principe de comparaison pour les solutions de viscosité. Et vous voyez que même s'il faut faire un tout petit peu attention avec 3 petits paramètres que l'on fait tendre vers 0 dans un ordre convenable, donc c'est une démonstration totalement élémentaire. Vous êtes en train de démontrer un résultat d'unicité. L'existence s'obtient aisément, ne serait-ce qu'avec la construction même des solutions par ajout d'une petite viscosité, mais ce n'est pas le point essentiel. Il y a aussi la méthode de Perron qui s'applique ici, qui consiste, mais je ne vais pas parler d'existence aujourd'hui, la méthode de Perron qui s'applique, qui consiste à prendre le sup de toutes les sous-solutions. C'est automatiquement une sous-solution, c'est stable par sup. Et puis, comme dans la méthode de Perron classique, on démontre que c'est une sursolution. Donc c'est par contradiction, et ça fournit une solution. Bon, tout ça, c'est des théories classiques que je ne vais pas refaire. Donc, doublement de variables, un tout petit chouïa qui est simple si les fonctions sont bornées de localisation, doublement de variables, on écrit les inégalités, on conclut sur l'unicité. Voilà ce qu'il faut, c'est simplement ça qu'il faut retenir. Deuxième ordre. Alors, bon, je vais commencer avec le moins IJ DIJU. Bon, on a vu qu'un truc important, c'était quand même de regarder le W de X et Y. Le T, ça ne change rien, qui est du deuxième ordre du premier ordre. On n'a pas besoin de doubler les variables temporelles. Donc, on regarde ceci. On écrit dW sur dt bon. A priori, ce que j'ai ici, j'ai un moins AIJ de X, DIJ, alors il faut écrire les choses un peu proprement, dxi, d2xi, xjw, ok? Et un moins AIJ de Y, d2yi, yjw. Ok? Ça, c'est bien la soustraction des deux équations. OK? Bon. Et puis là, si je balance le x moins y carré sur epsilon, ça, on a géré précédemment. Ah oui, j'ai oublié de conclure ici, pardonnez-moi, de mettre l'hypothèse. Alors, le h de x est de p moins h de y est de p. J'ai dit c'est 0, mais vous pouvez mettre un module. Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que lorsque vous prenez un module, une fonction croissante qui vaut 0 en 0, le oméga de z, il est automatiquement inférieur à gamma z. Non, pardonnez-moi. Est inférieur à gamma plus une constante qui dépend de gamma fois z. Vous avez une fonction qui démarre en 0, vous partez un peu au-dessus, et si vous prenez une pente suffisamment grande, vous êtes au-dessus. Bon. Donc le C gamma, c'est le C0, et le gamma, il est aussi petit que vous voulez. Donc ça vous fait encore une petite constante dans les inégalités. Ah, c'est pas le même gamma que tout à l'heure, pardonnez-moi. Kappa plus C kappa Z. Donc, vous fixez kappa pour qu'il soit plus petit que gamma sur 2. Dans la chaîne d'inégalité, le kappa est absorbé. Et puis maintenant, vous êtes ramené au cas précédent, puisque kappa est fixé. Et la constante C kappa, c'est la constante C0. Donc, ça ne change rien. D'avoir C0 x moins y1 plus p ou d'avoir un module, c'est la même chose. Bon. Donc, sous ces hypothèses, toute cette partie-là, on sait le faire.
mais là, ça s'effondre complètement, parce que lorsque vous regardez la dérivée seconde en x de ce par quoi vous voulez remplacer les dérivées secondes de w, n'oubliez pas, le x moins y au carré sur 2 epsilon, mais lorsque vous dérivez 2 fois en x, vous avez la matrice identité, et lorsque vous dérivez 2 fois en y, vous avez aussi la matrice identité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses ne se compensent pas du tout. Ça fait la trace de A en x moins la trace de A en x, et ça fait moins la trace de A en y. Ça s'ajoute et c'est fait quelque chose. Donc là, la démonstration s'effondre. Bon, alors donc, l'idée, au moins formellement, c'est de dire, ouais, mais W, c'est la variable séparée. Donc ici, si j'en ai envie, je peux mettre n'importe quoi écrit de manière symétrique. Pensez BIJ symétrique. Si je... Formellement, j'ai rajouté 0 à l'inégalité. Et je peux choisir le BIJ comme je l'entends. Alors, j'ai quand même envie de garder un opérateur elliptique. Et donc, la seule contrainte que j'ai envie de mettre, c'est de dire, je prends la matrice A de x, je prends la matrice B ici, la matrice de xy, la matrice B transposée de xy, je veux une matrice symétrique. Je vais mettre un 2 ici pour à la fois tenir compte du B et du B transposé. Et la matrice A de Y, je veux que cette matrice soit positive ou nulle. Bon. Alors ça, du point de vue probabiliste, c'est définir un couplage entre le processus de diffusion qui est derrière A, partant de X, et celui partant de Y. Le couplage maximal, c'est de dire je garde le même brownien. Ce que j'ai d'abord écrit, c'est l'indépendance. J'ai aucun terme de corrélation. C'est donc juste le brownien, si vous êtes le laplacien en X, et le brownien et un brownien indépendant en Y. Mais a priori, je peux choisir ce dont j'ai envie ici. Et formellement, la chose est correcte. Alors, si vous supposez que les A et les B sont continus, il y a un lemme général qui vous dit que cette inégalité de la viscosité est vraie. C'est clair formellement, mais c'est vrai. Alors, c'est un lemme difficile. C'est un lemme difficile parce que, alors que ça paraît évident à première vue, on a rajouté 0 à une inégalité, c'est un lemme délicat parce qu'on n'a pas d'outil pour vérifier une telle assertion. La démonstration est en fait basée sur le fait que le seul outil que l'on peut imaginer, c'est de travailler en des points où on a des dérivées secondes. Parce qu'à ce moment-là, en ces points-là, on a des dérivées secondes, et donc on peut dire que ça vaut 0. OK ? Alors, cela dit, vous avez des fonctions continues, des points dans lesquels on a des dérivées secondes, il n'y en a pas beaucoup. Il peut y en avoir très très peu. Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai. Parce que ce que l'on veut, ce n'est pas des points où on a des dérivées secondes.
ce sont des points où l'on puisse coller par-dessus la fonction, maximum de u-phi, une fonction 2 fois dérivable. Alors ça, par en revanche, il y en a beaucoup. Mais on veut le faire en contrôlant la dérivée seconde. Donc ce n'est pas uniquement toucher avec des paraboles ou des fonctions paraboliques au-dessus de u ou en dessous de v, c'est de le faire en contrôlant la taille des matrices hessiennes. Et la démonstration repose, qui conduit donc à ce lemme, la démonstration repose en dimension finie, et là je ne vais pas le faire, ce sont des choses ultra classiques. Vous pouvez par exemple lire, si vous en avez envie, le passage correspondant dans le User's Guide qu'on a écrit il y a, je sais pas, 30 ans avec Mike Randall et Hitoshi Ishii. La démonstration repose en dimension finie sur des propriétés de type Alexandrov. Donc, qui sont liées en fait à la matrice hessienne et à l'équation de Monge-Ampère, en fait. C'est-à-dire des propriétés de la hessienne. Et qui reposent sur la théorie de la mesure. Donc, dire que l'on va avoir beaucoup de points, en fait, c'est contrôler la hessienne grâce à l'équation, etc., etc. Et c'est de dire qu'on a suffisamment de points où on contrôle la hessienne et en touchant par essentiellement une forme linéaire. Et ça, c'est une inégalité d'Alexandrov dans lequel on va écrire des choses comme l'intégrale sur un certain ensemble de déterminants de D2W. Alors c'est même la partie positive ou la partie négative, peu importe, je vais mettre la valeur absolue, qui est supérieure à A à une certaine mesure. Bon. Je n'insiste pas plus. On va dire strictement positif, ce qui assure que que mon ensemble A est non vide. Donc ça repose sur la théorie de la mesure, et donc ça ne marche pas en dimension infinie. Bien. Alors, le détail de ces démonstrations, là en revanche, j'en aurais... ce ne serait pas des petits rappels. Que retenir de tout cela? C'est que pour aborder le théorème du deuxième ordre, il faut justifier quelque chose qui paraît évident a priori, qui est de dire je rajoute des termes sur les dérivées croisées et j'ai une fonction à variable séparée. Donc normalement, je n'ai rien rajouté. Mais il faut pouvoir le justifier pour de simples sur- et sous-solutions continues, ou pour W qui est une sous-solution, et ça, ce n'est pas simple. Donc c'est très frustrant, ça reste un gros problème ouvert de la théorie, qui est de dire, serait-il possible de justifier ce qui paraît évident sans se servir d'une artillerie lourde qui est l'inégalité d'Alexandrov, théorie de la mesure. Personnellement, je pense que ce n'est pas possible, que c'est intrinsèquement lié à la théorie de la mesure, mais je peux me tromper. Alors, tout ceci, je vous ai... Dans le guide de l'utilisateur, les choses ne sont pas présentées comme ça, parce qu'elles sont présentées sous l'angle trouver des choses qui sont dans ce qu'on appelle les super et sous-jets, qui sont en fait des sortes de développement limité par-dessus ou par-dessous de W. Donc il n'y a pas d'équation dedans, c'est plutôt de dire on peut trouver des bonnes fonctions quadratiques qui localement touchent par-dessus ou par-dessous.
du point de vue des équations, ce lemme qui est un lemme qui repose donc sur la théorie de la mesure et uniquement sur des fonctions continues, ça revient au même, ça revient à ce que je viens de dire. Je voulais insister sur cette présentation parce que ça, c'est un point qui était clair dans tout ce qu'on faisait. D'ailleurs, avec Hitoshi Ishii, on s'était rendu compte qu'en modifiant un peu le couplage, on pouvait obtenir des résultats de régularité. Et beaucoup plus tard, Alessio Porrette a repris cette idée pour montrer qu'on pouvait avoir intérêt à choisir d'autres choix que celui que je vais maintenant indiquer pour conclure l'unicité. La proposition, c'est idem si A de U, que ce soit pour moi IJD et JU ou pour ceci. Donc, là. Oh. Donc, le résultat reste exactement le même. Et donc, la seule chose que je dois faire, c'est quel B prendre pour, lorsque je balance x moins y carré sur epsilon, j'arrive à m'en sortir. Auquel cas, sur le reste de la démonstration, c'est pareil. Donc, si vous voulez, on peut tout effacer et prendre le problème à l'envers. C'est est-ce que je peux trouver un B pour lequel la catastrophe qui se passait lorsque je prenais x moins y au carré sur 2 epsilon et que j'obtenais un truc positif plus un truc positif, à savoir la trace de A en x plus la trace de A en y, est-ce que je peux arriver à compenser? Bon. La réponse est oui. Parce que donc on va se souvenir que on a ici la matrice AIJ qui est un demi de sigma transposé en X. Ici, donc je vais mettre un demi en facteur, pardonnez-moi. Sigma de Y, sigma transposé de Y. Donc ça, c'est la matrice. Donc vous voyez, je suis en train de reprendre la matrice qui est là. À part les facteurs 2 qui sont ici. Et cette matrice, lorsque je lui balance x moins y, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ça, il va falloir que je prenne ça, de prendre la trace, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre la trace fois la dérivée seconde de x moins y carré sur epsilon, qui est quoi? Dérivée seconde en xy. La dérivée en x, je vous ai déjà dit que c'était i. Il y a 1 sur epsilon. Et en fait, toutes les inégalités, ça me donne inférieur à 1 sur epsilon. Fois la trace, et je suis en train d'écrire les choses. Si je n'avais pas pris le B, j'aurais 1 sur epsilon trace de A plus 1 sur epsilon trace de A de Y, c'est-à-dire une majoration par un truc énorme positif. Donc ça ne marche pas du tout pour l'inégalité et pour la démonstration d'unicité. Donc ça, c'est tous les termes de l'unicité du premier ordre. Et là, je suis en train d'écrire le terme supplémentaire. Le 1 sur epsilon, c'est la dérivée seconde de x moins y carré sur epsilon. Quand je dérive 2 fois en x, j'ai i. Quand je dérive 2 fois en y, j'ai l'identité. Et quand je dérive en x puis en y, j'ai moins l'identité. Et là, vous voyez que le moins, il change tout. Parce que si vous faites le produit, eh bien, vous avez A de x moins B de x et de y
les termes en dehors de la diagonale, je m'en fous. Et ce que vous avez ici, en bas, c'est A de Y moins B transposé de XY. Et donc, la moralité de l'affaire, c'est que ce que vous récupérez, c'est 1 sur epsilon de la trace de A de X plus A de Y. Donc ça, c'était très mauvais. Mais maintenant, vous avez retranché moins B plus B transposé. Bon, comme ils ont la même trace, c'est la même chose que 2 fois B. Hein. Alors, on va me dire, mais ça, je peux choisir B comme je veux. Non, souvenez-vous de l'inégalité que l'on doit avoir entre A de X, B transposé et A de Y. L'ellipticité, parce que sinon, toutes les inégalités que l'on fait n'ont aucun sens. Donc, vous avez cette inégalité matricielle sur B, et vous obtenez une majoration comme ceci. Donc, est-ce que je peux trouver un bon B? Alors, déjà, on se simplifie la tâche. Pensez que la matrice A est une matrice constante. Est-ce que c'est faisable? Si A de X est constante, si c'est A de X est égal à une matrice A, quel que soit X, bah pour B, vous voyez ce que vous prenez? Bah vous prenez aussi A. Vous récupérez la trace la trace. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un B moins B transposé sur 2. Il n'y a pas de 1,5. Moins B plus B transposé. Quand j'ai moins B transposé, il n'y a pas de 1,5. C'est la force de prendre la partie symétrique d'une matrice. On est naturellement tenté de mettre 1,5. Et donc, bah, vous avez 2A, moins 2A, ça vaut 0. Et donc là, on a gagné, parce qu'on était parti, lorsque A est une matrice constante, au démarrage, sans le couplage, on avait 2 sur epsilon trace de A, et là, maintenant, on a 0. On a vraiment totalement réduit. Alors, donc, ça, on se dit, ça, c'est bien parti, parce que si les coefficients sont constants, ça marche tout seul. Bon, alors donc, si maintenant on a une bonne modulation en X, on doit pouvoir s'en tirer. Alors, le plus simple, bah, c'est d'être guidé par l'interprétation stochastique, auquel cas, bah, vous savez que ici, dans le cas du couplage optimal, vous avez envie de prendre sigma de X, sigma transposé de Y, et sigma de Y, sigma transposé de X. Ça fait une matrice symétrique. Je vous laisse la vérification qu'elle est bien une matrice symétrique positive ou nulle. On va le voir dans un instant. Et que voulais-je dire? Alors attention là. On va penser en dimension 1, hein, où tout ça sont des. Là, on a une constante positive, là, on a une constante positive. Pour être sûr que la matrice est définie positive, il faut prendre le déterminant. Et le déterminant, qu'est-ce qu'il fait? Sigma carré de x, sigma carré de y, moins sigma carré de x, sigma carré de x, sigma carré de y. Le déterminant, il vaut 0. OK? Et on a intérêt à la réduire le plus possible, parce qu'il y a la trace de cette. Et donc, quelque part, le couplage maximum, c'est celui qui fait dégénérer l'opérateur. Alors que si je n'ai pas le B, l'opérateur, il n'est pas du tout dégénéré. Hein, c'est un Laplacien plus Laplacien. OK. Donc ça s'annonce bien. Et puis ça, c'est vraiment dire que je prends le couplage, le même mouvement brownien pour les deux processus. Alors, lorsque vous calculez cette trace, bah, c'est pas très compliqué. Donc, vous calculez I moins I, je le refais. Bon, enfin, je vais le faire très rapidement. Hein. Ce que vous obtenez, c'est 1 sur epsilon, la trace
de sigma de x moins sigma de y, sigma transposé de x moins sigma transposé de y. Voilà, vous voyez, vous avez le sigma transposé de x, le sigma de y sigma transposé de y, c'est ces deux-là, et le moins sigma de y sigma transposé de x, moins sigma de x sigma transposé de y, c'est le b plus b transposé. B et b transposé. Alors ça, c'est bien parce que si sigma est lipschitzian, donc vous voyez que maintenant toute l'inégalité elle se majeure par ceci, en prenant ce choix-là. Donc mon B, c'est sigma de x, sigma transposé de y. Bon, si on n'était pas guidé par l'interprétation stochastique, ce n'est pas si évident que ça. Hein. Alors ça, c'est quand on a des bruits dégénérés ou des termes d'ordre 2 dégénérés. Si les termes d'ordre 2 sont uniformément elliptiques, on peut travailler un peu plus sur le couplage pour gagner des choses, mais ça, c'est une autre affaire, c'est la théorie des solutions de viscosité en dimension finie. Vous voyez que vous avez beaucoup de marge là-dedans. Hein. Donc, dans le cas où on admet des bruits qui puissent dégénérer, ce qui est notre cas quand on pense en dimension infinie, tous les bruits sont dégénérés. Hein. Dans ce que l'on a écrit, on a du bruit dans le bruit est de dimension finie hein, dans l'équation de m dz. Il se balade dans RK et on est dans un espace de Hilbert. Et de manière générale, un brownien à valeur d'un espace de Hilbert, c'est un objet qu'il faut manipuler avec prudence. Hein, ce n'est pas défini, il explose. Donc ça dépend dans quelle norme on le regarde, etc. J'avais fait il y a quelques années un cours sur les équations de Laplace, sur les équations de la chaleur en dimension infinie, et on avait vu ce genre de questions en détail. Donc, tous les articles en dimension finie qui se servent de l'uniforme ellipticité ne nous serviront à rien pour les problèmes qu'on étudie cette année. Alors là, on peut maintenant conclure, parce que dire que sigma est lipschitzien, c'est dire que ceci se majore par un C0 x moins y carré sur epsilon. Ben, on en avait déjà un, et on en rajoute un à cause du deuxième ordre. Bon, ce n'est pas le même C0, mais c'est une constante. Et donc, si c'est lipschitzien, ben, c'est fini. Alors, dans le deuxième cas, lorsque j'ai une équation non linéaire, je prends un sup en alpha, mais je pourrais avoir un sup inf, ça serait pareil. Hein. Toujours en supposant que un inf en bêta, un sup en alpha, inf en bêta, un inf en bêta, sup en alpha, bon, toujours pareil, hein, on écrit les matrices sous la forme sigma, sigma transposée, et on demande. Donc c'est une forme de racine carrée rectangulaire, et on demande à ce que les sigma soient lipschitziens bornés uniformément en alpha, bêta. Alors, la démonstration, là, c'est je me suis servi, dans la démonstration que j'ai faite, de la linéarité, hein, parce que j'ai tout écrit de manière linéaire, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut faire un tout petit peu attention et dire comment je m'y prends alors. Bon, je vais faire avec le sup, c'est la même chose avec l'inf ou avec un inf sup. Vous voyez, je rajoute des couches de complexité successives. Donc si, et j'admets, je ne redémontre pas cette affaire de justification de virer, de remplacer, enfin d'ajouter des termes en dérivée croisée en x, y, parce que la fonction qui m'intéresse, où j'ai doublé les variables, est à variable séparée. Donc ça, je l'admets, je renvoie à la littérature, et on se souviendra qu'on ne sait le faire qu'en dimension finie,
ou en tout cas lorsque j'ai un nombre fini de directions de dérivée seconde. Bien. Alors, je recommence. Sup alpha moins AIJ alpha en x DIJ D2, pardon, XI, XJ, W. Moins sup alpha de moins AIJ alpha de Y. Alors attention, c'est le moins W. Donc ici j'ai un plus AIJ de Y. Un AIJ alpha de Y, D2 YI, YJ. De sorte que lorsque j'en avais qu'un tout à l'heure, c'était moins A de X, D2X W, moins A de Y, D2Y W. Bon. Et donc, ça, c'est inférieur ou égal à 0. Hein. Je redéroule la démonstration. Donc, je veux regarder des choses inférieures. Bon, ben, j'ai le droit de remplacer ça en le minorant par des trucs qui m'arrangent plus. Bon, ben, je veux me ramener à une expression qui soit linéaire. Ah ben, pour ça, je vais prendre l'inf en alpha de moins AIJ alpha, D2 XI, D2 XJW, moins AIJ alpha, D2 YI, YJ, W. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de me servir de l'inégalité que l'inf sur alpha de xi alpha plus le sup en alpha de eta alpha est inférieur au sup sur alpha de xi alpha plus eta alpha. Bon, quand vous voyez cette inégalité, vous n'avez pas trop de doute. Et c'est exactement ce que je suis en train d'écrire ici. Bah, maintenant, c'est gagné, parce que vous allez rajouter le même B alpha que précédemment, c'est-à-dire pour alpha fixé, vous faites la même construction précédemment. Et vous récupérez que c'est négatif ou nul. Donc vous voyez que vous êtes ramené à ce cas précédent. Or, c'est évidemment la même chose avec des infs. De toute façon, c'est toujours l'inf ou par des sup-inf, parce que de toute façon, vous allez prendre l'infimum par rapport à tout. Donc là, toutes les inégalités marchent sans problème. Bon, alors ça, c'est le problème du contrôle, c'est le cas du contrôle optimal, donc ça me suffira de faire ce cas-là. Et là, bah, maintenant, l'inégalité que vous obtenez, lorsque vous faites ceci, c'est que vous avez tous les termes précédemment qui sont inférieurs à quoi? Qui sont inférieurs à 1 sur epsilon, le sup sur alpha, parce que je le fais passer de l'autre côté, l'inf devient un sup, de la trace de sigma alpha de x moins sigma alpha de y, sigma alpha de x moins sigma alpha de y transposé. Je vais essayer d'écrire ça un peu plus proprement, c'est dégueulasse. Allez, sup de la trace de sigma alpha de x moins sigma alpha de y, sigma alpha de x moins sigma alpha de y transposé. Et donc tout ceci est inférieur à C0 sur epsilon x moins y au carré. Donc en observant que sup moins sup c'est supérieur à l'inf de la différence, j'ai exactement la même démonstration que précédemment. Et donc un terme linéaire ou un terme non linéaire, c'est pareil. Je pourrais avoir des termes d'ordre 1, on s'en fout. Bon. Là, vous imaginez, on a maintenant une démonstration robuste. Je
ne pensais pas que tout ceci me prendrait autant de temps. Une démonstration robuste, basée sur ce lemme ultra-intuitif mais délicat qui repose sur la théorie de la mesure, permettant de compléter les termes d'ordre 2. C'est exactement ce qu'on a fait. On complète par des dérivés croisés. Voilà, ça c'est une vision très EDP de la théorie des solutions de viscosité du deuxième ordre. Il y a une version plus analyse sur les fonctions continues, ça s'est développé dans l'Uses Guide. Bien. Et alors, la dernière chose que je voulais faire avant de conclure sur les difficultés que l'on va devoir maintenant affronter liées au contrôle avec information partielle, c'est de dire, bon, ça c'est bien joli, mais je reviens, bon, alors on voit que les termes d'ordre 2, on sait gérer. Ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Retour sur la proposition. Dans le cas où je suppose que U est une sous-solution, ça ne change pas, qui est continue sur RD croix 0T, V est une sursolution, mais je suppose, il n'y a plus de bornitude, je suppose que U de x et de t et V de x et de t se majore par une constante A fois 1 plus x. Ça, c'est ce qu'on a vu pour la fonction valeur. Hein. Alors, dans les démonstrations d'unicité, on voit que l'argument essentiel pour le doublement de variables, c'est 2i. En revanche, la première hypothèse, souvenez-vous, c'était celle qui me permettait de me débarrasser du terme de localisation en delta psi. Hein, parce que je passais de h de x moins y sur epsilon plus delta gradient psi à h de x moins y sur epsilon, et puis boum, je me servais de l'hypothèse 2i pour conclure. Donc ça, c'était pour me débarrasser du terme de localisation. OK. Mais là, je dois changer mon terme de localisation. Parce que le psi, si j'ai une fonction u moins delta psi, si u est borné, ça va avoir un point de maximum, parce que psi tend vers l'infini à l'infini. Mais si u est à croissance au plus linéaire, pour avoir un point de maximum de u moins delta psi, il va falloir que psi soit surlinéaire. Il va falloir que psi de x sur x tende vers plus infini. Si norme de x tend vers plus infini. Donc psi régulière. Alors ça, c'est embêtant. Parce que ça ne peut plus être lipschitien. Si c'est lipschitien, c'est au plus linéaire. Si ce n'est plus lipschitien, ça veut dire que dans l'équation, le delta gradient psi, il n'est pas borné. Bon. Alors, donc, clairement, il va falloir renforcer I en I'. On va faire la démonstration et on verra quelle hypothèse on a besoin.
Bon, donc je vais un peu vite. Bah, vous voyez que là, j'ai une difficulté. Parce que je rajoute un truc non borné. Et donc, je suis en train d'explorer la dépendance par rapport à la deuxième variable globalement. Quand x tend vers l'infini, j'ai typiquement des trucs de plus en plus grands. Hein. Une fonction qui est surlinéaire, ça a un gradient dont la valeur absolue a tendance à tendre vers l'infini. Pensez psi de x égale x2, donc gradient psi de x, c'est x, bah, norme de x, ça tend vers l'infini. Donc je suis en train d'explorer la dépendance par rapport à P de manière beaucoup plus globale. Donc toute hypothèse qui est locale en P, hein, locale sur BR, ça ne peut pas marcher. Alors bon, bah une hypothèse beaucoup plus dire, c'est que j'oublie la localité. C'est de dire que h de x de P moins h de x de P plus Q, voilà, il n'y a pas de la continuité par rapport à x, on s'en moque. La continuité par rapport à x, c'est dans 2i. C'est majoré, indépendamment de la taille de P. Et évidemment, je veux que ça tende vers 0 si Q tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que H est uniformément continu en P, uniformément en X. Donc I', c'est soit cette inégalité, ou dire que H est uniformément continu en P, et ce, uniformément en X. Alors ça, c'est le cas dès que H est lipschitzian en P. Donc si je pense au contrôle optimal, c'est OK. Parce que dans mon H, donc je mets entre parenthèses OK si H est Lipschitz en P. Uniformément en X. La conclusion, hein, c'est que bien sûr, alors même conclusion. Donc ça va suffire. Alors j'aurais pu vous balancer l'hypothèse, mais je voulais qu'on voit d'où elle sort. Alors, donc ça, c'est une difficulté que a priori, on allait avoir sur l'équation de Mortensen-Duncan-Zakai, parce que la fonction valeur, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ce matin, n'est pas bornée, elle est à croissance au plus linéaire. Donc voilà, on va avoir besoin de ceci. Ça, ce n'est pas du tout gênant si on pense à des problèmes de contrôle optimal, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai typiquement un sup sur alpha dans grand A de moins alpha de x scalaire b alpha de x scalaire p, moins un f alpha de x. Donc ça, c'est... J'oublie les termes d'ordre 2 qui, eux, ne posent pas de problème. Les termes d'ordre 2, paradoxalement, là, pour la localisation, ne posent pas de problème. Parce que j'ai besoin d'une fonction de localisation psi. Bah, pensez psi égale x2 sur 2. Donc, la perturbation delta psi, sur les termes de premier ordre, elle est méchante parce que c'est d'ordre delta x, et x c'est pas borné. En revanche, les dérivées secondes sont bornées, c'est l'identité. Donc la localisation sur les termes d'ordre 2 pose aucun problème. Une localisation en x2. C'est uniquement un problème du premier ordre. Donc on peut oublier les termes d'ordre 2, on sait les gérer maintenant, et ça fait une petite perturbation.
Maintenant, j'étais en train de dire, je regarde cet exemple. Donc, qu'est-ce que l'on est en train de faire? Je suis en train de mesurer la continuité par rapport à P. Mais la continuité par rapport à P, si je fais moins sup sur alpha de moins B alpha x P', moins f alpha de x, je prends deux vecteurs. Par quoi je peux majorer par ça? Je peux certainement le majorer par le sup de B alpha de x en valeur, en norme, P moins P'. Et donc, l'hypothèse sera automatiquement vérifiée si je sais que ceci est fini. Ce qui est une hypothèse raisonnable. À part que, en anticipant un tout petit peu, sur le contrôle de l'équation de m dz, de telles hypothèses sont catastrophiques parce que le B alpha, c'est typiquement un opérateur d'ordre 2, donc c'est-à-dire un opérateur non borné. Bon, ok. Donc il va falloir gérer ça en plus. Mais déjà, en supposant que les champs de vecteurs sont bornés, comment on s'en tire pour le contrôle? Bon, il y a cette hypothèse-là, et on reprend maintenant la démonstration, et je conclurai là-dessus. Donc j'aurais fait une séance de solution de viscosité. Je me suis efforcé, y compris pour les experts, de ne pas faire une présentation qui soit totalement standard, notamment sur l'ordre 2. Bon, alors j'oublie la variable t, on s'en fout, hein, vous l'avez vu. Elle ne sert pratiquement à rien, juste à compliquer un peu la situation. Moins x moins y au carré sur epsilon, moins delta psi de x. Et je vais avoir un gamma, hein, je garde le gamma j'oublie les puissances at et je gagne un x moins y au carré sur epsilon. Je garde uniquement ces aspects-là du du sur dt. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un h de x moins y sur epsilon plus delta gradient psi moins h de y x moins y sur epsilon. Donc j'ai un gamma plus un a de x moins y carré sur epsilon, moins le h de x et de x moins y sur epsilon que je majore brutalement par x moins y 1 plus x moins y sur epsilon. Ça, zéro problème. Parce que tout ceci, je sais que ça sera supérieur à gamma sur 2 si epsilon est petit. Et ça ne dépend pas de delta. Et j'ai, d'un autre côté, lorsque je fais cette hypothèse brutale, eh bien, j'ai juste un oméga de delta. De delta gradient psi de x, c'est-à-dire de delta norme de x. Bon.
Donc là-dedans, ce qui nous reste à comprendre, c'est, et je vais un tout petit peu, vu l'heure, je vais un tout petit peu simplifier, je veux dire, quelque part, on peut faire tendre epsilon vers 0, auquel cas j'ai un point de maximum de u de x moins v de x, à la limite, moins un delta psi de x, et je récupère un gamma sur 2, plus un oméga de delta, donc c'est maximum en x, et je récupère un oméga de delta x. Donc je fais tendre epsilon vers 0. Le point de maximum global de ceci, il tend vers le point de maximum global de ce machin-là, et à des soucis de près. L'inégalité, je la garde par passage à la limite. Bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien, je peux dire que u de x moins v de x, c'est une fonction qui est au plus linéaire, donc qui est majorée par c fois 1 plus x. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit sur la taille de x? Ça me dit certainement, et je suppose que ce maximum est strictement positif. Pardonnez-moi, j'ai oublié de dire ça. Parce que si le maximum n'est pas strictement positif, j'ai fini. Je sais que u moins v est inférieur à delta psi, je vais tendre delta vers 0, et c'est fini. Et donc, en le point de maximum, je sais que delta x2 est majoré par c fois 1 plus x. Bon. Et la chose dangereuse là-dedans, c'est le x. Donc ce que ça vous dit que x est majoré par un c sur delta. Ce qui ne suffit pas. Alors qu'est-ce que j'ai comment je m'y prends comme un manche là. J'ai fait ça il y a tellement longtemps que j'avais oublié. Donc, première étape, ça nous dit que oméga de delta x est majoré par une constante. OK? Et donc, cela nous dit, de par cette inégalité, que le maximum de u moins v est majoré par une constante, de par l'inégalité. Donc, ou de u moins v plus. Donc, première étape, c'est qu'on fait toute la démonstration d'unicité. Ça ne vous donne pas directement que u égale à v, mais ça vous dit que u moins v est majoré, alors qu'a priori, u moins v, il était à croissance au plus linéaire. Parce que dans le gamma, il y a le maximum de u moins v. Pensez à une équation stationnaire, c'est la même chose. Le gamma, c'est u de x moins v de y. Donc, vous en déduisez dans un premier temps de ces systèmes d'inégalité, vous en déduisez que le maximum de u moins v plus, ou le maximum de u moins v, la partie positive, on s'en fout, c'est une inégalité, ce n'est pas le suprémum, est majoré par une constante. Donc ça ne vous dit pas que u moins v, que u ou v sont bornés, ça vous dit que la différence est majorée. Et ensuite, vous refaites la démonstration, vous repartez, vous recyclez ça dans cette information, et vous voyez maintenant que si u moins v est borné,
ben là, ça change tout, parce qu'on est ramené au cas précédent, en changeant de fonction psi. Vous regardez u de x moins v de x, moins delta racine de 1 plus x2, et vous avez le droit de faire ça, parce que vous avez obtenu que u moins v était majoré, donc vous recyclez l'information, vous avez le droit de prendre une fonction psi qui est lipschitzienne. Si elle est lipschitzienne, la perturbation que vous récupérez, c'est un oméga de delta, au lieu de que ce soit un oméga de delta x. Bon, je vois à vos mines que là, je vous ai perdu et qu'il va falloir que je reprenne ce bout de démonstration. J'avais complètement oublié que c'était en 2 temps. Et que donc, je vais reprendre ça, je le reprendrai sur une équation stationnaire qu'on voit comment ça marche. Mais l'idée, ça sera plus simple parce que si en plus je mets le du sur dt et tout le bazar, vous allez être complètement paumé. Donc je vais reprendre ce bout de démonstration, mais l'idée c'est de le faire en 2 temps. Hein, on améliore le comportement de la différence à l'infini, et une fois que l'on a fait cela, on fait une deuxième démonstration. Donc ça c'était dans un vieil article avec Mike Randall là-dessus. J'avais complètement oublié qu'il fallait faire ça en 2 temps. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Alors, donc là, ce qu'on aura appris aujourd'hui, c'est à se servir un peu des solutions de viscosité, à rappeler un peu la difficulté du 2e ordre, et surtout réfléchir un peu à ces histoires de localisation. Ce qui me permettra d'embrayer la semaine prochaine dans le fait que, par exemple, si on travaille dans L2, ben on va avoir des termes de localisation. Des termes de localisation qui font apparaître la norme L2. Et ça, c'est assez intéressant parce que la norme L2, quand on s'en servait dans les termes de localisation, dont on va servir pour les termes de localisation, c'était ceux dont on s'est servi pour obtenir des estimations sur le processus. Et c'est ce qui nous permettait d'obtenir même de la régularité H1. Donc là, on aura une motivation extrêmement naturelle pour perturber les fonctions de test avec du delta x2, et ça, c'est en fait une astuce dont, indépendamment des problèmes de localisation, on s'était servi avec Mike Randall pour pouvoir comprendre des termes d'ordre 1 non bornés. Bon, j'anticipe pour vous dire ce qui va suivre. Je reprends ce petit bout de démonstration à la fin, parce que là, je l'ai fait beaucoup trop vite, avec une simple allusion aux différentes étapes.